Bonjour, bienvenue dans ce 13e numéro de l'Onodal le podcast. Nous sommes le 7 novembre 2022 au moment où nous enregistrons ce numéro avec Valentin et Bastien. Salut à vous deux. Salut Antoine, bonjour à tous. Salut Antoine, bonjour à toutes et tous. Un podcast où nous ferons comme d'habitude un tour qui se veut bref sur les nouveautés visuelles de cette rentrée. Avant de revenir sur la disparition de la reine Elisabeth II, couverte par les médias du monde entier, on vous emmènera notamment dans les coulisses de l'édition spéciale de BFM TV. Le monde qui avait les yeux rivés vers l'Angleterre et qui les aura bientôt vers le Qatar, tour du monde et des coupes du monde, ou comment la télévision française habille le mondial depuis les années 90. Vaste programme qui se terminera par la poursuite de nos vagabondages parmi les pépites de la médiathèque. Vagabondage qui est aussi vôtre, puisque la pépite de l'un d'entre vous a été tirée au sort, nous la découvrirons tout à l'heure. Vous le savez, vous pouvez toujours nous suivre sur une version enrichie des extraits vidéo diffusés au sein de ce podcast, ça se passe sur notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous souhaitez remonter le temps, tous nos précédents épisodes y sont disponibles, ainsi que sur toutes les bonnes applis et sites de balado-diffusion. Je crois qu'on est tout bon, épisode 13, nous voilà. On commence donc ce tour d'horizon des petites nouveautés de la rentrée par France Télévisions. L'habillage de 2018 connaît sa première grosse retouche. Une nouveauté est apparue à la rentrée au niveau des bandes annonces. Elle s'articule autour de l'intégration de la plateforme France.tv à l'antenne. Et si en 2018 on jouait à un seul logo, partagé entre le groupe audiovisuel public et sa plateforme, on a vu apparaître au printemps un logo coloré pour cette dernière. Ce nouveau logo ouvre toutes les bandes annonces de France 2, France 3 et France 5, ainsi que celles des canaux ultramarins première. Le canal partagé France 4 n'est pas concerné par cette refonte puisqu'il utilisait déjà le système visuel des verticales de France Télé, Oku et Culture Box, mais aussi, et dans une moindre mesure, France TV Sport. Alors Valentin, l'air de rien, c'est quand même quelque chose d'assez inédit au niveau du PAF. Oui, on peut même dire que c'est une inversion complète de la logique qu'on voyait jusque-là en télévision. Avant, on communiquait d'abord sur la chaîne, puis la plateforme, elle venait ensuite. C'était une sorte de prolongement de l'antenne. En fait, les plateformes étaient souvent considérées pour du rattrapage, pour du replay. Et là, maintenant, on le voit sur France Télévisions, eh bien, les chaînes, elles s'effacent et on met plutôt en avant la plateforme France.tv. Alors évidemment, c'est pour coller aux évolutions des habitudes des téléspectateurs, puisque le public n'entre plus forcément par un canal, par une grille des programmes, mais il va chercher le contenu précisément sur la plateforme. C'est un mouvement assez inédit. France Télévisions semble assez pionnière dans l'exercice, mais c'est certainement le sens de l'histoire. À tel point même que certaines promos annoncent l'heure de mise en ligne sur la plateforme du groupe avant même de donner l'heure de la diffusion télé. Visuellement parlant, ces bandes annonces s'ouvrent sur le logo de la plateforme France.tv, apparaît seulement ensuite le logo de la chaîne. Puis, grande nouveauté, on insiste un peu plus sur les labels maison tels que France TV Création. Auparavant, ces labels, comme je les appelle, n'étaient utilisés qu'en introduction du programme. Allez, un exemple qui sera plus parlant sur notre version vidéo, la bande-annonce de La Faute à Rousseau sur France 2. Mercredi soir, La Faute à Rousseau. C'est quoi ce bordel là ? Bienvenue au tribunal. Avec lui, il y a toujours quelque chose à apprendre. La Faute à Rousseau, mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Ce programme est disponible en audio-description. Alors, petite subtilité, cet encart peut aussi servir à afficher une mention inédite, comme sur cette bande-annonce de Secret d'Histoire sur la 3. Lundi prochain, dans Secret d'Histoire, Lady Diana Spencer n'a rien d'une aventurière à la recherche d'un bon parti. Pour le meilleur et pour le pire. inédit, présenté par Stéphane Bern. Secret d'Histoire vous révèle la face cachée de Diana, lundi prochain à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Viennent ensuite les titres et sous-titres du programme, ainsi qu'une catégorie encadrée dans son petit rectangle, le même que sur la plateforme. Encore une façon de rapprocher un peu plus le média télé de son pendant numérique. S'affiche enfin de gauche à droite le logo de la plateforme France.tv, celui de la chaîne, puis en tout petit le jour et l'heure de la diffusion. Et ce, avant de partir sur un packshot qui met davantage le programme en avant que son diffuseur. Le message est bien là, vous pouvez le regarder à heure fixe à la télé, mais aussi sur la plateforme quand vous voulez. Enfin, le message est là oui, mais pas toujours super lisible, Bastien.
Bah non, parce que notamment pour les films, ils sont pas forcément visibles en replay sur la plateforme. Ils sont visibles en live, d'où la mention France.tv, mais ils sont pas visibles en replay sur la plateforme. Et c'est un peu pareil pour les chaînes régionales. Il y a une plateforme qui existe déjà, qui est celle de France 3 Région, France Info, et il y a celle de ici par France Bleu et France 3 qui est en train de se monter. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mentionner France.tv pour la plateforme de proximité des régions? Ça pose un certain nombre de questions sur la hiérarchie de l'information et sur où se situe la plateforme dans la stratégie de France Télé. Et puis, ce logo France.tv, au final, il est beaucoup plus gros que le logo de la chaîne en elle-même, parce que la chaîne a juste point et le numéro de la chaîne, alors que France.tv est écrit en toutes lettres. Ça pose aussi des questions sur la marque France.tv. Est-ce qu'elle est vraiment bien installée auprès des téléspectateurs ou pas encore? Et puis tiens, tant qu'on y est, un nouveau programme qui a eu aussi droit à sa petite bande-annonce, la nouvelle émission politique de France 2, appelée sobrement L'événement. Si les tentatives d'attentats terroristes sur notre territoire se poursuivent, les réponses de la Russie seront sévères. Nous avons affaire à des terroristes. Japanese government says a North Korean missile has flown over Japan. Women, life, freedom. Le chaos climatique avance au galop, mais l'action climatique, elle, est au point mort. Nous n'acceptons pas ce référendum honteux. Nous avons aujourd'hui à faire un choix, celui de la guerre ou de la paix. Bonsoir, Monsieur le Président. Et c'est sur ce générique réalisé par l'agence 17 mars que Caroline Roux ouvre le premier numéro de l'événement qui recevait Monsieur le Président. Et concernant la musique, si vous aviez le doute, rendez-vous sur TF1 il y a quelques années. Oui, comme le notent les commentaires de la médiathèque, c'est donc la même musique que Téléfoot au début du siècle, à savoir Come With Me de Puff Daddy, musique également présente dans le film Godzilla, le ton est donné. L'émission prend place comme ses prédécesseuses dans les studios de France Télévisions à Saint-Cloud. Le décor est à peu de choses près similaire à celui d'Élysée 2022 dans sa seconde mouture. Toutefois, on notera une table en forme de V reprenant la forme récurrente du générique et un décor tout en écran diffusant du doré et du noir. Noir omniprésent sur le plateau puisque le choix a été fait de l'utiliser en arrière-plan de la présentatrice et de son invité. Les plus mesquins rappelleront que pour moins que ça, à la fin des années 90, il a fallu concevoir un décor plus coloré pour les journaux de France 2. C'est vrai. On parlait de fond noir. Ce fond noir, c'est quelque chose qui est iconique, notamment 7 sur 7 a longtemps utilisé un fond noir. Tu parlais des décors du JT époque Albert Duroy. Ça a été aussi le cas pour un plateau qui a été improvisé tout début janvier 95 pour une interview de Jacques Chirac pour lancer sa campagne présidentielle. Il y a un reportage de TV+, qui a été mis à l'antenne sur la chaîne YouTube de Top Générique. Je vous invite à le voir parce que ça avait déjà fait un peu polémique à l'époque de pourquoi Jacques Chirac voulait pas être sur le plateau du JT. Bon là, je pense qu'il y a plus un choix artistique de mettre en valeur les propos plutôt que l'habillage de l'émission, vraiment mettre en valeur, surtout pour une émission qui s'appelle L'événement, qui veut créer l'événement, on met en avant le fond plutôt que la forme. C'est un choix qu'on ne retrouve pas en after, le fait d'être en fond noir, parce que du coup l'émission en deux parties comme toutes celles d'avant, il y a l'événement et l'événement à la suite, et dans l'événement à la suite, on a les lettres qui se baladent dans le fond, donc on a deux directions de choix artistiques qui sont différents pour l'émission en tant que telle, l'événement qui est une interview, en tout cas sur ces deux premières, et sur l'after, le fond noir, ça permet aussi
et surtout de masquer les caméras très facilement dans le décor. Et d'ailleurs, Bastien, on pensera bien à vous remettre le lien dans la description sur ce documentaire dont tu nous as parlé. Tout à fait. Et du coup, pour ne pas laisser le téléspectateur dans le noir, fait notable au sein de l'événement, l'utilisation de cartes et hautes infographies dans les écrans, dont la plupart apportées par le président Emmanuel Macron en personne. Une mise en scène qui n'est pas sans rappeler les numéros spéciaux de C'est dans l'air pour la présidentielle. Vous en retrouverez bien sûr les génériques dans notre médiathèque. Et enfin, l'émission terminée, Carole Gessler nous accueille pour un débrief avec un autre générique, sans image d'actualité cette fois, mais toujours le morceau de Puff Daddy et des animations simples sur fond de lettres noires. Et d'ailleurs, c'est pas le seul élément qui a été conçu. France Info a décliné les couleurs du générique de l'événement, donc très doré et grise, doré et argenté, pour modifier les génériques de ces éditions spéciales, qui sont d'habitude plutôt rouges, pour événementialiser l'antenne pour cette interview. Et une fois de plus, on vous redirige FISA vers notre médiathèque où vous pouvez retrouver tout ça en bonne et due forme. Et d'une émission de Caroline Roux à une autre, on notera une petite innovation pour C'est dans l'air, Valentin. Et oui, car depuis la rentrée, C'est dans l'air joue les prolongations. L'émission de débat est désormais précédée d'une nouvelle séquence dans laquelle Caroline Roux s'entretient avec un invité. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Comme beaucoup d'émissions, C'est dans l'air l'invité est relayé en vidéo sur les réseaux sociaux. L'image originale en 16/9 est alors rognée pour être présentée en format carré, un format plus adapté aux interfaces de Twitter ou de Facebook. C'est ce qui a poussé le réalisateur Nicolas Ferraro à repenser entièrement la mise en image du programme et notamment son habillage, cadrage, synthé, fenêtrage. Tout a été recentré de sorte à dégager la gauche et la droite de l'image et la redécouper au format 1/1, le format carré donc. Et pour voir un aperçu du résultat, on vous renvoie sur la version vidéo de ce podcast. Et décidément, tout ça nous fait beaucoup de nouveautés à l'antenne en cette rentrée. On aurait pu aussi vous parler des nouvelles émissions, C'est médiatique, toujours sur la 5, et Quelle époque avec Léa Salamé sur la 2. Mais pour le coup, on vous redirige encore une fois vers notre médiathèque, puisque Bastien va ouvrir une petite page carnet rose et nous parler de nouvelles chaînes. Et oui, des nouvelles chaînes chez Canal+. Pour changer, après avoir lancé de nouvelles verticales, le groupe Crypté a décidé en cette rentrée de revoir en profondeur ses chaînes sport. Et la première nouvelle née, c'est Canal+ Foot. Cette chaîne décline à son tour l'habillage sport à lamelles, dont nous avions parlé dans les précédents épisodes de podcast, utilisé pour Canal+ Première Ligue notamment. Ajout notable, les lettres F, O, O et T en néon, dont la couleur adopte celle des lamelles lumineuses. Et l'autre petite nouvelle, née sur les cendres de Canal+ décalé, c'est Canal+ Sport 360. Particularité de cette chaîne, elle codiffuse Infosport Plus à certaines tranches de la journée. La chaîne Toute Info Sportive a donc vu aussi son habillage évoluer en adoptant purement et simplement l'habillage de la nouvelle venue. Cet habillage est hybride. Pour les jingles et jingle pub des deux chaînes, une prise de vue réelle de l'œuvre Flux du collectif Scale. 48 bandeaux de lumière disposés en cercle sur une installation de 20 mètres de long qui s'animent indépendamment pour créer des effets de vagues. Sur la version vidéo du podcast, on vous met une vidéo des coulisses du tournage publiée par Jean-François Reverdy sur sa page LinkedIn. Il a été directeur de la photographie sur ce tournage. On retrouve Olivier Degrave à la direction artistique et Norbert Gilbert à la composition sonore. Effets et animations qui sont repris dans les génériques des tranches, dans des animations graphiques conçues par Nicolas Lhomme, avec pour seule couleur le noir et le blanc, des animations créées
en 2 semaines, comme il le décrit sur son profil Instagram. Et donc là, Bastien, si j'ai fait un bon calcul, ça nous fait un habillage pour 2 chaînes. C'est ça, c'est assez inédit de voir ça au final dans l'histoire de la télé. Quand on regarde Info Sport Plus, on a l'impression de regarder Canal Plus Sport 360 et l'inverse. Et du coup, quand elles se codiffusent mutuellement, on a des jingles qui ont pas le nom de la chaîne. Il y a marqué pour retrouver l'actualité sport, des choses comme ça. L'habillage d'Info Sport Plus, tout ce qui va être Newsbar, etc., n'a pas évolué et conserve celui de Ramon and Pedro. Comme certains génériques, d'ailleurs, la Night Session ou l'Hebdo Golf ont gardé l'habillage de Ramon and Pedro. Ils ont juste été modifiés pour intégrer la typographie Nono. Nono, c'est la typographie sport qu'on retrouve à l'antenne de Canal depuis des années, qui a été mise à l'antenne par Étienne Robial. Mais donc, du coup, on a vraiment une chaîne Info Sport Plus qui n'a pas d'identité propre au final et qui récupère juste celle de Canal Plus Sport 360. Vous l'avez sans doute reconnu, elle est de retour, je parle de la Starac. Près de 20 ans après la première saison, TF1 ressuscite une de ses plus grosses licences. Une saison à figure de test, le programme est amené ou non à se réinstaller en fonction de ses audiences. TF1 fait le pari de jouer sur la corde sensible de la nostalgie en utilisant Love Generation de Bob Sinclair, le générique du programme des saisons 5 à 7. L'agence retenue pour sa conception est Naked et ça devrait vous parler si vous avez écouté le 8e épisode du podcast dans sa partie consacrée à l'habillage antenne de TF1. Une continuité graphique assumée entre le programme et son diffuseur. Le plateau est un peu moins grandiloquent qu'il a pu l'être sur TF1 auparavant, se rapprochant en ce point de ceux des premières saisons. Et si vous nous suivez en vidéo, vous pourrez le découvrir sur le générique de la seconde partie de soirée du lancement. Un jingle pour introduire donc l'arrivée au château. Une petite acrobatie de production a permis cette nouveauté. La première soirée n'a pas été diffusée en direct, mais son enregistrement a commencé peu de temps avant l'heure du prime pour pouvoir, magie du non-direct, permettre au quart de faire le trajet depuis les studios du Landy à Saint-Denis vers l'éternel château de Damary-Lélis pour offrir une arrivée en direct. Enfin, si les quotidiennes sont toujours présentes mais sans présentateur, pour suivre les cours en direct, TF1 propose également un live quotidien au cœur de l'après-midi sur sa plateforme SVOD MyTF1 Max, ou comment inscrire un programme ancien dans sa nouvelle époque. C'est marrant que tu parles de l'arrivée au château, parce que pour ce programme-là, on n'a pas vu l'arrivée au château dans l'arrivée au château. Donc en fait, ils ont fait un peu... Le time delay est quelque chose qui existe sur TF1 depuis 2015 à peu près. Donc le time delay, c'est retarder légèrement la diffusion du direct par rapport à son tournage réel. Il a été accentué sur la première pour que justement le vrai direct, qui a été juste après dans un live, celui de lancement de MyTF1 Max au final, soit juste après. Maintenant, le time delay est beaucoup plus court parce qu'il y a le vote du public et parce que cette retransmission est faite uniquement sur MyTF1 Max et pas sur TF1. Donc il y a moins de contraintes temporelles que ce qu'on pouvait avoir sur ce premier live. Et du coup, alors Valentin, toi tu t'étonnais qu'on ait été rechercher la musique de Bob Sinclair pour faire le générique, parce qu'on l'oublie souvent, mais c'était pas le générique de base. Et non, les premières saisons, rappelez-vous, c'était une chanson de Busta Funk. Et pour moi, cette musique-là incarnait un petit peu plus l'âge d'or de l'émission au final, parce que les premières saisons, c'est celles qui, je pense, sont restées le plus dans les mémoires des téléspectateurs, et c'est aussi basiquement celles qui fonctionnaient le mieux en termes d'audience. Love Generation, c'est un petit peu la seconde génération de la Star Academy sur TF1, et c'était un petit peu la fin de l'ère Starac sur la une. Après, on n'a pas eu Superstar, encore heureux, mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est essayer d'adopter la nostalgie du programme à la modernité de l'époque. Et on peut le voir avec le générique de la quotidienne qu'on a pu entendre et entendre avec ses problèmes de mix d'ailleurs, et qu'on a pu voir aussi, ça ancre comme à l'époque de la Starac avant c'était très pub Apple, maintenant on va dans les coulisses, etc. Ça reflète exactement ce qu'est un générique de Starac en 2022, mais en ayant quand même ce côté nostalgie avec Love Generation. C'est marrant parce que moi, Love Generation, c'est vraiment, en fait moi c'est plutôt mon générique de
ma génération à moi, pour le coup. C'est peut-être moi la Love Generation, je sais pas. Mais parce que moi, du coup, j'étais trop jeune pour voir les premières éditions. Et du coup, Love Generation, c'était mon générique finalement. Donc pour ça, moi, ça m'a... en fait, ça m'a tout de suite sauté aux oreilles quand je l'ai entendu. Je me suis dit, chouette, ils ont remis le générique, quoi. Mais, tu es dans la cible, Antoine, c'est parfait. Je suis complètement dans la cible, quoi. C'est fou. Et toujours à propos de la une, si vous regardez la version vidéo du podcast, vous pourrez voir cette petite nouveauté apparue virtuellement à la rentrée au sein du studio Jean-Claude Jumel, plateau des JT de TF1. Un bandeau en réalité augmentée pour un nouvel encart de titrail séquençant un peu plus les JT du soir ou du week-end, le 13h n'étant pas concerné par cet outil. Le fond utilisé rappelle le générique des rendez-vous d'information, la typo et l'annexa, toujours texturisé avec la couleur champagne propre à l'identité visuelle des journaux de la une. Et si vous ne l'avez pas forcément repéré, et que vous le découvrez au moment où on le dit, c'est normal, c'est vraiment utilisé à toute petite dose à l'antenne, soit pour des lancements, soit juste à la fin du journal avec le bandeau vierge de toute typographie pour aérer. En fait, ça cache le grill de lumière qui est en haut. La question se pose, est-ce que c'est pas assez utile éditorialement parlant? Est-ce que c'est trop lourd? Est-ce que c'est vraiment juste pour apporter une petite touche de modernité, de nouveauté dans le journal? Il y a des questions qui se posent sur le fait que ça soit très très peu utilisé au final. Très très peu utilisé sur un plateau qui, on va quand même le rappeler, a été inauguré en 2018. C'était il y a 4 ans. Et voilà, le petit détail, c'est que c'est plus ou moins la durée de vie des précédents décors. Voilà, donc faites-en ce que vous en voulez. Affaire à suivre. Et enfin, souvenez-vous, il y a 1 an, Télématin lançait une nouvelle formule avec un nouveau plateau et un nouvel habillage. Mais cette année, Valentin, c'est sa principale concurrente qui opère à son tour un petit coup de neuf. Direction le canal 15 de la TNT et la matinale de BFM TV. Un nouveau générique pour première édition, vous venez de le voir, mais surtout un tout nouveau plateau conçu par Michel Sarfati et mis en image par Jérôme Revon. Un décor entouré de larges écrans, ponctué de quelques touches de bois et organisé autour d'une grande table carrée qui réunit animateurs et chroniqueurs. Une caméra grue accompagne désormais la réalisation pour donner encore plus d'ampleur à ce nouvel écran. Et si vous voulez voir le résultat, on vous propose quelques images en vidéo. Ce nouveau plateau accueille l'interview de 8h30 d'Apolline de Malherbe. La journaliste et son invité sont face à face autour d'une autre table carrée, plus petite celle-ci. Et la mutualisation ne s'arrête pas là, puisque c'est aussi le décor de BFM Politique, des soirées Ligue Europa sur RMC Sport et de certaines émissions spéciales de BFM TV. Et d'ailleurs, ce plateau, il a une petite particularité en tant que plateau de BFM, puisque c'est le premier qui apporte des couleurs et des matières qu'on voyait jusqu'ici très peu sur cette antenne. Oui, le rendu antenne, il est assez inédit sur cette chaîne, parce qu'on était un peu plus habitué sur les chaînes BFM, que ce soit BFM TV, les BFM Région ou même BFM Business, à des plateaux assez blancs et assez froids. On voit qu'il y a clairement une volonté de monter en gamme. Je pense que ça se voit assez bien dans le rendu. Peut-être aussi l'envie de trouver une formule un petit peu plus chaleureuse, parce qu'avant, les chroniqueurs étaient un petit peu dispersés dans un plateau, ou en tout cas le plateau était un peu petit pour accueillir tout le monde. Là, pour le coup, ils sont tous réunis autour de cette grande table carrée. Ça renforce un petit peu l'effet de bande qui caractérise la formule de la matinale de BFM. Et il y a quelque chose qui est quand même assez marrant, c'est qu'en fait, LCI, la saison dernière, a opéré le mouvement, mais inverse. C'est-à-dire que d'un plateau, il y avait des mezzanines, où il y avait du bois, une table carrée au centre du plateau. Ils sont partis dans un grand plateau avec 2 espaces, des couleurs assez froides. On est sur un mouvement assez différent, Bastien. Les seuls qui bougent pas, c'est CNews. Et encore, ils ont bougé puisqu'ils ont déménagé à Canal+ One, on n'en a pas parlé, qui est le nouveau siège de Canal+, et qui est adopté pour des plateaux qui sont légèrement plus petits. Donc, ce dont on parle là, effectivement, ça n'a pas bougé, mais ça a bougé quand même. Mais on voit l'effet un peu plus KGB sur les plateaux de CNews. Donc, c'est vrai qu'on a des partis pris qui sont assez différents sur toutes les antennes. On a aussi France Info qui a ajouté pas mal d'éléments de décor, d'éléments de lumière dans son décor pour continuer à habiller un peu son plateau newsroom. Et donc tout ça, ça nous fait autant de plateaux pour mieux mettre en image les éditions spéciales, comme tu viens de nous le dire, mais parfois il y a des breaking news où les chaînes décident de voir un petit peu plus loin, et ça dans tous les sens du terme. Notre focus commence ce 8 septembre 2022, où le monde entier apprenait le décès de la reine Elisabeth II.
Et il est précisément 19h37 quand TF1 interrompt ses programmes et ouvre son édition spéciale avec un générique inédit. Des images de la reine défilent à l'écran dans un montage sophistiqué avant que n'apparaissent ces quelques mots « Élisabeth II, 1926-2022 ». Pas de doute, ce générique avait été soigneusement préparé par la Une, à l'image finalement des émissions spéciales proposées par les chaînes pendant ces 10 jours de commémoration. Ça n'a rien d'un secret, les médias se préparaient depuis des années à la disparition de la souveraine britannique, dont on devinait sans peine la portée historique. Sauf qu'un décès est, par nature, aussi inévitable qu'imprévisible. Pour les chaînes, tout l'enjeu était de pouvoir déployer à n'importe quel moment et le plus rapidement possible, dès l'annonce du décès d'Élisabeth II, une couverture à la hauteur de l'événement. Alors les chaînes françaises ont proposé une couverture conséquence, mais somme toute assez classique, sans comparaison donc avec le traitement médiatique de l'autre côté de la Manche. Aussi indépendants qu'ils soient, les médias britanniques exercent dans le contexte de la monarchie, avec ses figures, ses rituels et son étiquette. Il s'agissait donc de témoigner de l'émotion de tout un pays, avec sérieux, avec respect, et une forme d'obligeance envers la couronne qui nous semble forcément un peu décalée vue de France. Il faut aussi rappeler la dimension protocolaire de l'événement. Elle est importante pour comprendre son traitement médiatique. La couronne britannique s'était préparée à la disparition de la reine en imaginant précisément le déroulé des événements, un plan qui avait pour nom de code Opération London Bridge, et il y était notamment prévu que les médias se mettent au diapason de la période de deuil national. Une préconisation nettement perceptible dans la mise en image des programmes et des antennes, que ce soit dans l'habillage, les décors et jusqu'aux tenues des présentateurs. Effectivement, car chaque détail à l'image devait exprimer le recueillement et la solennité du moment. Alors revenons au soir de l'annonce du décès d'Élisabeth II. Sur la BBC, c'est Hugh Edwards qui a eu la charge d'annoncer la nouvelle aux Britanniques dans un flash spécial qui a interrompu les programmes. Tout a commencé par un inhabituel carton indiquant News Report sur fond gris. Le présentateur lit ensuite le communiqué de Buckingham Palace avant que n'apparaisse le portrait de la reine sur fond noir, accompagné de l'hymne national. La mise en scène est sobre, les mots sont pesés, l'histoire s'écrit en direct. The BBC is interrupting its normal programs to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. BBC Television is broadcasting this special programme reporting the death of Her Majesty the Queen. BBC News va se parer de ses habits de deuil pendant toute la durée des commémorations. Le ticker, où défilent habituellement les dépêches, sera laissé vide et la chaîne ira jusqu'à décliner un élément emblématique de son habillage.
Les téléspectateurs de la BBC connaissent bien le fameux compte à rebours qui égrène les secondes avant les journaux. Il a été proposé pour la circonstance dans un montage plus sobre, accompagné d'une version épurée du mythique thème musical de David Lowe. Au-delà des BBC, la plupart des chaînes ont bouleversé leur grille des programmes. Certaines ont tout simplement interrompu leur diffusion. Cela s'est ressenti dans les continuités, ces moments de liaison entre les programmes. L'habillage d'ITV, par exemple, se résumait à un seul jingle, une très lente animation de son logo en blanc sur fond noir. Alors, nos chaînes françaises se préparaient donc de longue date à cet événement, et visuellement, vous me dites qu'on peut s'en rendre compte. Eh bien oui, parce que si vous regardez le générique de l'édition spéciale de TF1 qu'on a diffusé en tout début de ce focus, vous avez remarqué peut-être dans le fond des blocs en 3D, et ça vous rappellera peut-être le précédent habillage. Alors, ça n'est qu'une hypothèse, mais ça donne peut-être un indice sur la datation. Vous savez, dans le Nodal podcast, on ne date pas au carbone 14, mais on se fie à quelques éléments visuels. Là, par exemple, ces petits blocs en 3D qui sont un rappel de l'habillage précédent, ça vous indique peut-être que cet élément, il était prêt depuis des années maintenant. Il n'a pas forcément été actualisé avec le nouvel habillage qui est en place depuis quelques mois. Et du coup, ces éditions spéciales, c'est un peu aussi une occasion pour TF1 de basculer de chaîne généraliste à chaîne d'info, Valentin. Oui, alors ça c'est un petit clin d'œil, mais effectivement TF1 a proposé plusieurs matinées de suite d'ailleurs, dès le lendemain de l'annonce du décès d'Elisabeth II, des éditions spéciales très matinales, dans un dispositif en complémentarité avec LCI, la chaîne info. Et alors pour le coup, on avait ce fenêtrage permanent, c'est-à-dire on avait des images en direct, on avait le retour plateau, on avait un habillage fait sur mesure pour l'occasion. Ça rappelle quand même dans la réalisation énormément les chaînes info. On voit où TF1 a voulu se positionner auprès des chaînes info justement qui elles étaient branchées 24 heures sur 24 sur l'événement. Et donc ces chaînes info, elles étaient évidemment en première ligne, comme tu viens de le dire, pour couvrir cette disparition de la reine d'Elisabeth II. C'était un peu leur grand moment. Absolument. Et à ce sujet, nous avons pu nous entretenir avec Benjamin Hanot, chef de production à BFM TV. Alors son rôle est central lors de l'organisation des opérations spéciales de la chaîne, comme ce fut le cas évidemment pour la disparition de la reine. Il va nous raconter les coulisses de la préparation de cette édition spéciale pas comme les autres, et tout a commencé il y a 4 ans. En 2018, une personne est arrivée chez BFM venant de Londres, à savoir Anne-Sophie Chaise-Martin, qui est aujourd'hui la directrice des productions groupe, qui est arrivée en tant que responsable de la production externe, donc mon service, et elle arrivait de chez AP, Associated Press, donc la plus grande agence de presse du monde. Elle venait du bureau de Londres, et je pense qu'elle était assise à son poste depuis même pas 1 heure. Quand elle s'est tournée vers nous, elle nous a dit « Est-ce qu'on est prêt pour la reine ?» Le palais de Buckingham se préparait depuis longtemps à la disparition de la reine, on l'a dit, et il avait mis en place le Foreign Broadcast Service, un organisme chargé de superviser l'organisation de cet événement pour les médias du monde entier. Et donc nous, lorsqu'on a commencé à préparer cet événement, on s'est rapproché de AP, Associated Press, avec lequel on avait déjà une longue relation. Et ils sont devenus notre intermédiaire de communication, en quelque sorte, avec le palais de Buckingham. Ils nous ont fourni des éléments sur l'événement, à quoi il allait ressembler, combien de temps il allait durer, et des mises à jour régulières au fur et à mesure des années sur cette organisation, ainsi que des possibilités de direct aux endroits les plus intéressants, devant Buckingham, devant Westminster, devant Windsor. En interne, on commence alors à réfléchir au dispositif qui sera déployé le jour J, une préparation que les équipes doivent gérer au milieu des autres urgences, car évidemment, chaîne d'info oblige, priorité est donnée à l'actualité chaude. De discussion en réunion, le dispositif se dessine progressivement. Il y a eu plusieurs types de préparation. Du côté rédaction en chef, donc Olivier Prédhomme et toute la rédaction ont commencé à préparer toutes sortes d'éléments. La nécro, évidemment, était prête depuis très longtemps, mais il a commencé à réfléchir avec les équipes de la direction artistique à l'habillage qui serait prévu, à d'éventuels génériques, à des invités
qui pourraient venir en plateau, qui pourraient être présents en déloc, à différents thèmes à aborder. Et nous, du côté de la production, on a commencé à réfléchir à tout ce qu'on pourrait faire, à tous les outils qu'on pourrait utiliser pour couvrir cet événement pendant 10 jours, puisqu'on savait depuis le début, en fait, que cet événement allait durer 10 jours. Il était d'ailleurs essentiel pour les équipes de connaître à l'avance la durée et le programme de ces commémorations afin d'affiner le dispositif, tant sur le plan technique qu'éditorial. Une anticipation perceptible dans l'habillage, puisque BFM TV a fait évoluer le générique de son édition spéciale tout au long de l'événement. L'idée était évidemment d'en marquer les temps forts, du décès de la reine à ses funérailles, en passant par la proclamation du nouveau roi, petit comparatif en images. Mais revenons aux préparatifs de cette édition spéciale. Dès les premières réunions avec la direction de la rédaction, le principe d'une délocalisation est acté. Donc à partir de là, nous on savait que notre objectif premier, ce qui serait le plus difficile, c'était de trouver un lieu pour installer notre plateau délocalisé. Et on savait également qu'à cause de la durée de l'événement, on voulait trouver un lieu où on pourrait installer un plateau qui ne bougerait pas. Il y a plusieurs années qu'on a commencé à se pencher dessus, on n'était pas certain du rythme des délocalisations. On se disait peut-être que ce sera le premier jour, le 5e jour et le dernier jour, qui étaient les grandes journées de cet événement. Mais on a réalisé en y réfléchissant très vite qu'en fait, on n'avait pas vraiment d'autre choix que d'installer un plateau et de le laisser installer, parce que installer un plateau, le désinstaller, c'est énormément de travail, c'est beaucoup de temps, et que finalement, on voulait être prêt pour l'ensemble des 10 jours. Commence alors une chasse au trésor pour les équipes. Il s'agit là de trouver le lieu idéal pour pouvoir installer ce plateau délocalisé. Ce lieu doit répondre à certains critères techniques, bien sûr. Il faut pouvoir s'alimenter en électricité, avoir la place suffisante pour installer décors, caméras et lumière, ou encore s'assurer que l'on pourra transmettre les images à Paris. Donc il y a tout un tas de critères techniques qu'on a en tête lorsqu'on recherche ce lieu. Mais on cherche avant tout un lieu extérieur capable d'accueillir notre plateau. Je dis en extérieur parce qu'on a cette volonté chez BFM, lorsqu'on couvre un événement, d'être sur place et de le vivre. Et donc, pour cet événement comme pour d'autres, notre travail, lorsqu'on commence à chercher ce lieu, c'est de la recherche de terrasses et de toits. Donc, par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur cet événement-là, c'est très simple. On ouvre Google Maps et on regarde les toits de Londres et on cherche un endroit qui est capable de nous accueillir. Les équipes de la production externe de BFM TV finissent par trouver un hôtel dans le centre de Londres dont les immenses terrasses donnent directement sur Big Ben. Un cadre idéal pour cette délocalisation. Reste à aller sur place pour valider ce choix. Les repérages sont extrêmement importants pour plein de raisons. D'abord pour valider le lieu, on ne peut pas valider un lieu simplement en se basant sur des photos. Donc aller sur place, prendre des mesures, pouvoir anticiper la technique en fonction de l'espace qui est disponible, mais aussi pour rencontrer les gens qui vont nous accueillir. Une grosse partie du travail de production, c'est aussi le relationnel avec les gens qui vont accueillir un plateau, et donc avec les gérants de cet hôtel, les préparer à ce dont on a besoin pour que le jour où on arrive, ils s'attendent à notre venue et ils s'attendent à notre demande. Je vous ramène maintenant quelques mois en arrière. Nous sommes en août 2020 et BFM TV lance une émission intitulée Routel Krief, le rendez-vous. Pendant une saison, Routel Krief a accueilli chaque semaine une personnalité pour un entretien mené en dehors des studios de la chaîne. Et pour Benjamin Hanot, cette émission tient une place toute particulière. Notre expérience avant de faire cette émission et après était complètement différente. C'est-à-dire qu'en un an, on a fait une sorte de formation ultra accélérée sur l'art de tourner une émission à l'extérieur. En faisant 42 émissions, et comme je le disais, on en a fait plusieurs dans des musées, on en a fait dans des hôtels, on en a fait chez des particuliers, on en a fait dans des magasins. Nos services ont vraiment acquis une expérience énorme qui nous sert aujourd'hui à chaque fois qu'on fait une déloc, que ce soit des délocs pour BFM Business, que ce soit des délocs pour faire une interview d'un ministre en extérieur pour BFM TV ou que ce soit pour l'événement de la mort d'Elisabeth II. Et justement, ce jeudi 8 septembre en milieu de journée, un communiqué du palais de Buckingham annonce que la reine est placée sous surveillance médicale. Dès que ce communiqué est tombé, on a fait une réunion tout de suite pour valider le dispositif qu'on souhaitait.
C'est là qu'on nous a validé le fait que oui, si ça arrivait dans l'après-midi ou dans la soirée, on voudrait être en délocalisation dès le lendemain matin pour la matinale à 6h. Et on a commencé à préparer le matériel nécessaire pour ça. Donc quasiment dès ce moment-là, plusieurs de mes collègues ont commencé à charger le camion qui devait partir pour Londres avec tout le matériel nécessaire. La nouvelle du décès de la reine tombe quelques heures plus tard, à 19h30. À 20h, le camion, un véhicule satellite et 4 techniciens chargés d'exploitation quittent la rédaction pour se diriger vers Londres. Sauf que forcément, tout ne va pas se passer exactement comme prévu. Et non, car la terrasse repérée par la chaîne n'est finalement pas disponible. Après de longues négociations, une terrasse plus petite que celle prévue à l'origine est libérée, tandis que le camion chargé de matériel arrive à l'hôtel. Il est alors 3h du matin, heure locale, 4h à Paris. Il reste seulement 2 petites heures avant la prise d'antenne. Quand je prépare des émissions, je suis en relation avec les personnes qui vont nous accueillir et qui me demandent de combien de temps vous avez besoin. En général, je réponds 4 heures. Pas moins que 3. Et pour un endroit où on doit s'installer et tourner pendant des jours et des jours et des jours, on préfère même avoir une journée complète pour tout installer et tout tester. Mes 4 collègues ont déchargé du matériel, l'ont monté de 15 étages, l'ont installé dans un espace minuscule. Ça a été une sorte de chaos absolu pendant 2 heures de course contre la montre. Les dernières minutes, on a à peine eu le temps de tester les micros en mode « tu m'entends ? Oui, tu m'entends, ok, c'est bon ». Et Christophe Delay et Adeline François sont assis. Et à 6h, on était en direct et tout marchait. Et les caméras que notre réalisateur Anthony a posées dans le noir rapidement parce que pas le temps de régler des axes pendant longtemps comme on peut le faire d'habitude. Au final, quand l'émission commence et vers 7h, quand le soleil se lève, on se rend compte que Big Ben est au-dessus de l'épaule d'Adeline François, que tout fonctionne et que tout est bien, quoi. Qu'on est en train de faire une belle émission et qu'on a réussi à le faire. Alors ce plateau est encore loin du dispositif imaginé au départ. Il fonctionnera pendant toute une matinée avec le minimum de matériel nécessaire et les équipes ajouteront caméras et lumière tout au long de la couverture pour améliorer le dispositif. Quand on commence l'émission à 6h, on n'a même pas le retour antenne. On réalise quasiment une émission à l'aveugle. Les présentateurs, eux, ils ont un retour dans leur oreillette pour entendre le lancement, pour entendre les duplexeurs. C'est juste l'audio de l'antenne, mais nous, en régie, on l'a pas encore. Et on l'installe la première demi-heure. Ce premier matin, on n'a aucun retour vidéo. Donc, quand on entend un sujet, quand on entend un reporter sur le terrain qui fait un duplex, on ne le voit pas. Et Christophe et Adeline ne le voient pas non plus. Et tout ça, on le monte au fur et à mesure de la première journée et des journées suivantes, jusqu'au final du dernier jour, du lundi des funérailles, où là, on a vraiment le plateau qu'on aurait aimé avoir en fait dès le début, si on avait eu l'espace qu'on souhaitait depuis le début, si on avait eu tout ça. Cette délocalisation à Londres sonne donc comme le point final d'une préparation minutieuse. 4 années pour imaginer la couverture de ce qui restera sans doute comme un breaking news historique, mais parmi les plus préparés par les médias du monde entier, un événement qui, du côté de BFM TV, aura mobilisé toute une chaîne. Vraiment, je salue le boulot incroyable de mes collègues, qui vient de leur expérience, qui vient du fait qu'on avait du matériel qui fonctionne, et qui vient surtout d'une énorme volonté de réussir. C'est vraiment un événement qui a mobilisé toute la chaîne. Il y a énormément de gens à Paris qui travaillent là-dessus, que ce soit sur les habillages en amont, que ce soit les journalistes qui vont monter les différents tournages faits au Royaume-Uni et qui sont envoyés à Paris, que ce soit les équipes techniques en régie à Paris, qui évidemment ont leur rôle puisqu'ils reçoivent les images de notre plateau réalisées sur place, mais ils surréalisent en y rajoutant les duplex, les images d'agence et toutes sortes d'éléments, que ce soit les journalistes dans la rédaction à Paris qui font leurs recherches, la cellule image qui reçoit les images de l'étranger. Enfin voilà, c'est vraiment énormément de monde qui travaille. Et le travail que nous, on produit sur le terrain, il n'a que de la valeur parce qu'il y a aussi toutes les personnes qui sont restées à Paris, qui travaillent aussi de leur côté et qui, eux, justement, savent le mettre en valeur. Et un grand merci à Benjamin Hanot pour son éclairage sur les coulisses de cette édition spéciale, vraiment pas comme les autres. Une spéciale vraiment pas comme les autres et un travail colossal abattu par BFM. Je pense qu'on ne se trompera pas en disant qu'on a vécu là un moment qui fera date dans l'histoire des événements télévisuels, au-delà même de son aspect un poil historique quand même. Des moments de communion télévisuelle, il y en a d'autres. On vous parle souvent d'événements sportifs dans ce podcast. Mais s'il y en a bien un qui est la star des stars, c'est la Coupe du Monde, Bastien.
Et comment chaque année où une Coupe du Monde a lieu, c'est généralement la meilleure audience à la télé. 2018 et 1998 forcément, avec les 2 titres tricolores, mais en 2014 aussi, où les 5 matchs des Bleus ont réalisé les 5 meilleures audiences de l'année. En 2006, c'était les 8 meilleures audiences qui étaient trustées par la Coupe du Monde. Il n'y a qu'en 2002 où le mondial réalise une 3e place aussi médiocre que le parcours des Bleus cette année-là. Bref, le mondial de football, c'est là où les yeux de tous les téléspectateurs sont braqués tous les 4 ans, et c'est donc l'occasion pour les chaînes qui les diffusent de mettre leurs plus beaux habits de lumière, d'autant plus que l'enjeu est ici principalement l'image, les diffuseurs rentrant rarement dans leurs frais après l'acquisition de droits légèrement coûteux. Et si, à la fin des années 80, on parle encore de matchs en mondiovision, l'image de la Coupe du Monde va vraiment évoluer au début des années 90. Et oui, c'est une période où sponsoring et droits sportifs commencent à s'intensifier, et d'autant plus dans les habillages. Les bandes annonces de l'événement s'ouvrent et se ferment par les partenaires, avec la même voix off pour l'ensemble de l'élément. Et en 90, il n'y a que 7 secondes de bande-annonce pour 20 secondes de sponsor. Cela se rééquilibre en 1994 avec l'apparition, enfin, d'un pack shot final après les sponsors. Eurocard, Mastercard joue la carte du football. Mercredi, 21h55, en direct sur TF1, demi-finale Italie-Bulgarie à New York. Tombeur de l'Allemagne, championne du monde, les prodigieux bulgares défient la squadra azzurra d'un Roberto Baggio retrouvé. Aux portes d'une finale historique, la Bulgarie, sûre de sa force, veut maintenant faire tomber l'équipe italienne, de retour au sommet. Pour partager les moments forts de la Coupe du Monde avec M&M's, Mars et Snickers, l'équipe gagnante. Demi-finale de la Coupe du Monde, Italie-Bulgarie, mercredi 21h55, en direct sur TF1. Born in the USA, forcément pour cette Coupe du Monde qui a lieu aux États-Unis. Mais parfois, le sponsoring est tout simplement le générique. C'est quelque chose qu'on avait alors beaucoup l'habitude de voir, notamment pour la météo ou l'infotrafic, mais c'était aussi le cas ici pour le journal de la Coupe du Monde 1994 sur TF1, où le sponsor Mars est en gros plan à de nombreuses reprises entre les plans sur les joueurs. Vous présente le journal de la Coupe du Monde. C'est presque décevant qu'ils ne donnent pas le nom du sponsor une nouvelle fois à la fin. Si vous nous avez regardé en vidéo, c'était vraiment indiqué en grand tout le temps. Et je vous invite aussi à voir sur YouTube, parce qu'il est malheureusement pas dans la médiathèque, le générique du mondial 1994 sur France 2, où les danseurs qui sautillent avec le nom des marques. Donc c'était Corona et je sais plus quel était l'autre sponsor, mais SFR. Et ils sautillent dans tous les sens avec des panneaux sur fond vert. C'est d'un kitsch incroyablissime. Et un kitsch et surtout un mélange des genres entre promotion de l'événement et sponsor. Et c'est toujours d'actualité sur certains magazines en 98. Oui, comme pour le journal de la Coupe du Monde sur France 3. Sur France Télévisions Sport, avec Microsoft Windows 98, jusqu'où irez-vous? Et vivez à tout instant les meilleurs moments avec Sagem. Aucun élément de la charte graphique sportive de France Télévisions à l'époque. Mais les bandes annonces, elles, sont beaucoup plus épurées et ne mettent pas les sponsors en leur sein. 19 matchs en direct. Tous les jours, le journal de la Coupe à 20h25 et à 23h, le multiplex foot. Le monde, la fête, le foot sur France 3. Du côté de TF1, les jingle pubs se voient adaptés, les scènes de vie intègrent toutes un ballon de football. Et nouveauté pour la finale, quelque chose d'aujourd'hui très banal, le jingle pub de la mi-temps intègre le score, 2-0. Ici, le plan intègre le jingle pub et le score dans un écran du Stade de France. Mais une des nouveautés, c'est la présence d'un nouveau type d'élément, le générique long. Les sponsors figurent évidemment en bonne place, mais ne sont plus le cœur ni le concept du générique. Celui-ci essaye au contraire maintenant de mettre en image la compétition et ses valeurs, ainsi évidemment que le pays hôte.
Et si les génériques ne sont pas encore des génériques internationaux diffusés dans tous les pays, cette pratique commence à se généraliser au début des années 2000. Et oui, notamment avec la Coupe du Monde 2002, le thème officiel est composé par Vangelis et est diffusé sur TF1 avant chaque match. Mais cependant, du côté des magazines... Sur TF1, le meilleur de la Coupe du Monde FIFA avec les appareils photo numériques Fujifilm. Pris par la ferveur du titre de 1998, TF1 va la jouer chauvine avec ce générique culte, celui de Tous Ensemble. Là aussi, les sponsors sont en très bonne place avec ce remix de I Will Survive. Au cœur des émotions du foot avec Bouygues Télécom. Le football vu par Pepsi. Un générique qui dénotera un peu avec le parcours des Bleus pendant cette Coupe du Monde. Et là encore, TF1 adaptera ses jingle pubs à l'occasion, les 3 lettres pub de View jouant au football, enfin ici au Footletter. Et boum, nous voilà en 2006, les droits sont à nouveau partagés entre TF1 et à la surprise générale, M6. Et oui, fini la période 0% foot entamée en juin 96 et sa contre-programmation parfois difficile. Après le rachat du club des Girondins de Bordeaux en 1999, M6 lance en septembre 2005 son émission 100% foot. Elle est rhabillée pour l'occasion avec un habillage qu'M6 déclinera pour tous ses rendez-vous du mondial, ainsi que dans ses jingle pubs. Et que ce soit pour TF1 ou pour M6, les deux adopteront néanmoins le générique international de la compétition avant et après chaque match. Et ça y est, ce générique international, c'est maintenant une nouvelle norme. On le retrouve ainsi sur TF1 et France Télévisions en 2010, ainsi que sur Canal+ et Eurosport, qui possèdent les droits sur les chaînes payantes de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Chacune des antennes décline néanmoins son habillage à l'occasion de cet événement, une première à une si grande ampleur. Et du côté de TF1, les jingle pubs créés pour l'occasion reprennent la touche de ceux de l'époque, des mini-films d'animation à l'ambiance homemade réalisés par l'agence No Brain. Cette fois, certains sont même dédiés au match des Bleus avec une note tricolore ou avec un coq en bonne place dans l'ambiance sud-africaine. Et TF1 déclinera aussi son nouveau rendez-vous, créé pour l'Euro 2008, le MAG, une marque qui, en 2022, est bien ancrée pour la première chaîne. Du côté de France Télévisions, la chaîne revisite son habillage sport de l'époque, tant sonore que visuel. Les bandes aux couleurs des chaînes se transforment en maquillage de supporters et consultants du groupe, un générique conçu par l'agence Dream On. Et Canal mettra aussi en scène ses consultants et des supporters, mais cette fois aux vraies couleurs des pays prenant part à la compétition. L'histoire plus récente des 2 derniers mondiaux en date est dans la continuité de cet héritage. Il n'y a plus que 2 détenteurs des droits, TF1 en gratuit et beIN Sport en payant.
Il y a évidemment le retour des génériques internationaux que vous pouvez retrouver dans la médiathèque. Au fil des années, bien plus que ces génériques, c'est d'ailleurs un habillage complet pour les compétitions qui ont été établies, avec la présentation des équipes ou le scoreboard. En 2018, c'est même l'intégration de statistiques pendant le match qui a été fait par la FIFA sur le flux international, avec une charte dédiée à la Coupe du Monde en Russie. De fait, du côté de TF1 comme de beIN, l'habillage événementiel s'est aussi peu à peu normalisé. Pour la première, l'habillage intemporel de Naked a été décliné pour ces événements, avec notamment des jingle pubs dédiés pour des matchs. C'est le cas de France-Allemagne en 2014, mais aussi évidemment de la finale de 2018. Le mag est toujours là, et si c'est Coldplay qui en est le générique en 2014, c'est un sonore dédié qui est utilisé en 2018. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour le MAG de la Coupe du Monde. Le dispositif technique évolue aussi avec l'apparition de la réalité augmentée qui permet à Denis Brognard d'aller sur le terrain virtuel présenter la composition des équipes. À noter en 2018 un dispositif exceptionnel mis en place par TF1 pour la grande finale France-Croatie, avec notamment des visuels, plateaux virtuels et génériques dédiés, conçus par Olivier Gérard et Angéline Bretéché avec Johan Saillon à la direction artistique. Des génériques qui reprennent alors la charte mise en place pour les rendez-vous information et non ceux des rendez-vous sport de la chaîne. Du côté de beIN Sport, la chaîne sportive crée des rendez-vous autour de la retransmission de l'intégralité des matchs du mondial, avec donc des génériques dédiés, comme ici pour le Club Brésil en 2014. Et d'ailleurs, Bastien, on va revenir vite fait sur la réalité augmentée. Tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Ouais, c'est une innovation qui est apparue en 2016, 2 ans plus tôt sur M6. À l'époque, on essayait de faire téléporter les joueurs sur le plateau alors qu'ils étaient en duplex depuis un fond vert à côté des stades. Donc c'était vraiment les débuts de la réalité augmentée. Et tout cet avènement de la réalité augmentée au fur et à mesure des années, j'aurais pu en parler, mais j'aurais pu parler aussi des teasers réalisés pour l'occasion, certains donnant parfois la chair de poule, ou des dispositifs des chaînes d'infos, généralistes comme sportives, mais cette rétro aurait duré beaucoup trop longtemps. J'espère au moins avoir titillé votre curiosité et que, comme moi, vous allez arpenter la médiathèque pour les découvrir, d'autant plus avec les quelques archives sorties ces derniers jours, de teasers de TF1 en 2002 au générique de M6 en 2006, tout comme vous y retrouvez déjà les génériques et habillages du Mondial 2022, mais aussi les teasers diffusés précédemment à l'antenne de beIN Sport, chaîne qatari, qui événementialise l'événement, son événement, teasers qui vont du mini-sketch sur les manières de s'échapper du travail à un teaser 24 carats avec un oiseau qui survole les paysages qataris tout d'or vêtus. A noter que le générique international, déjà aperçu pour le tirage au sort, est réalisé par l'agence suisse Ramon & Pedro. Et merci Bastien, l'heure est maintenant venue de chausser les pattes au gaz et d'enfiler la frontale. On part en exploration dans les pépites de la médiathèque de Le Nodal. Et c'est toi Bastien qui nous propose ta première archive. Et allons-y. Il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance. Oh, moi, je verrais bien un jeu, genre année 2010, genre un truc Vincent Lagaffe, mais pas qui est le bluffeur. C'était pas Vincent Lagaffe, ça d'ailleurs. Un truc dans le genre, quoi. On n'est pas sur un jeu, mais on est bien dans les années 2010. Là, en l'occurrence, sur ce média-là, on est en 2014. Bah, j'aurais tendance à penser que c'est du sport. Non, non plus. Ah bon? On est plutôt sur un rendez-vous d'information. Mais un rendez-vous d'information un peu décalé. Ok. C'est pas un jeu d'information, non? C'est pas un jeu, c'est pas le news show, mais c'est la même chaîne. Si je vous dis que c'est Maïtena Birabin qui présente, je suis content de vous avoir sur celle-là. Ah, si c'est le supplément, du coup, Maïtena Birabin. C'est le supplément. C'est le supplément de Canal, qui était un rendez-vous hebdomadaire produit par les équipes de Bangoumi, le petit journal, qui produisait sur Canal à l'époque. Si je vous montre ce générique-là, vous avez vous entendu, mais si vous l'auriez vu,
comme les gens qui nous regardent sur la version vidéo le voient, on voit Maïtena Biraben qui se balade dans les coulisses, qui claque un peu des mains au passage. Et c'est pas sans rappeler le générique d'une nouvelle émission sur France 2 qui s'appelle Quelle époque, avec Léa Salamé. Alors, j'ai ouï dire qu'il y avait des producteurs qui étaient plus ou moins les mêmes dans les deux équipes. Ils sont peut-être inspirés de leurs propres idées, mais c'est marrant de faire le lien avec le fait qu'il y a 8 ans, les gens tapaient déjà dans les mains avant d'entrer sur le plateau. On voyait déjà les coulisses des émissions. C'est quelle époque on vit au final. Mais vous avez une mémoire d'éléphant, c'est fou de se rappeler de ça. Mais c'est grâce à la médiathèque, plus de 30 000 médias maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Bah, je vais te taper dans la main, Valentin, c'est à ton tour. Quelle pépite tu nous as dégoté, toi? Je ne vous dis rien, on l'écoute tout de suite. C'est facile pour nous, Valentin. On l'adore, ce média, nous aussi. Je me doutais que vous alliez deviner. C'est en lien avec l'interview que tu nous as dit tout à l'heure, mais là, on est de l'autre côté de l'Atlantique. Exactement. C'est un peu une double actualité. Passé et futur pour nous, mais passé pour vous quand vous l'écouterez. Du coup, il s'agit de quoi? Des élections américaines. C'est ça. Les dernières élections américaines, donc c'était en 2020, souvenez-vous. C'est si longtemps. L'élection de Joe Biden. Donc USA 2020, les élections américaines, l'édition spéciale de BFM TV. Je vous l'ai mis parce que effectivement on a parlé délocalisation, on est revenu avec Benjamin Hanot sur les délocalisations de la chaîne, et celle-là était un exemple aussi assez marquant dans l'histoire de la chaîne, puisque BFM TV avait proposé une édition spéciale en direct de Washington avec Maxime Switek, avec un dispositif assez ambitieux parce qu'il y avait un plateau sur terrasse et en même temps une déloc, j'allais dire au milieu de la foule, mais en tout cas dans les rues de Washington. Et puis c'était l'occasion de revoir ce générique, de réécouter déjà cette belle musique qui est assez marquante, que je trouve assez forte. Et visuellement aussi, hein, alors si vous vous en souvenez pas, revenez voir la version vidéo. Un générique assez sobre, j'ai envie de dire, pour BFM TV, donc ça changeait un petit peu, mais qui était assez malin, qui jouait sur des photos d'actualité qui étaient très très belles des deux candidats, et puis un jeu de bandes assez malin avec le rappel des bandes du drapeau américain. Mais surtout que BFM TV avait l'habitude de faire un peu kitsch sur les élections américaines spécialement. Je me souviens, je crois que c'était en 2014 avec un plateau, ils avaient virtuellement agrandi le plateau pour mettre de l'argent partout et faire un truc faussement américain, mais surtout très très kitsch, quoi. Un plateau tout en 3D, qui avait été agrandi de manière un peu artificielle avec l'aide de la 3D. Ouais. C'est un peu, comme on disait tout à l'heure, la nouvelle patte de BFM finalement qui se met en place petit à petit, quoi. Et nous, on enregistre ce podcast pour rappel le 7 novembre, donc on brûle de savoir si cette musique va être réutilisée pour les midterms qui doivent... Demain soir, c'est demain soir pour nous. Demain soir pour nous, donc voilà, vous saurez, mais nous, on n'a toujours pas la réponse. Et puis moi, pendant tout ça, je brûle de vous faire découvrir ma pépite, c'est ici et c'est maintenant. Voilà. On devine pas que c'est un générique d'information, c'est ça qui est un peu dommage. C'est marrant parce que sur la pépite de Bastien, on n'avait pas forcément deviné que c'était un rendez-vous d'information, enfin rendez-vous d'infotainment plutôt. Et là pour le coup, c'est pas forcément évident non plus de deviner que c'est de l'info. Mais tu t'es grillé à ton lancement. Tu t'es grillé à ton lancement, Antoine. Évidemment que c'est le Grand Soir 3. Non, mais j'ai fait un lancement comme ça parce que je savais que vous alliez le reconnaître. Oui. C'était sûr. Enfin voilà, c'est un média complètement pépitable en fait, parce que on se demande pourquoi, mais ça change. Mais finalement, après coup, ça collait pas mal avec ce qu'était donc le Grand Soir 3, si on n'a pas reprécisé ce que c'est. Donc une émission qui était un peu plus qu'un journal avec des débats, tout ça, autour de l'édition normale du Soir 3. Le Grand Soir 3, en fait, c'est un concept qui a disparu avec l'habillage actuel de l'info de France 3, le dernier habillage du France 3 apparu en 2018. Bastien ? Sachant que le concept du Grand Soir 3, comme tu le disais, il avait déjà disparu avant. Avant, c'était censé être un rendez-vous d'une heure qui est une réponse aux chaînes d'information. C'était avant que France Info existe aussi, que ça a été lancé. Et à la fin, ça s'est transformé en journal du soir tout à fait classique, qui n'avait plus de grand que le nom, puisque sa durée était réduite à la durée de l'ancien Soir 3. Et donc en fait, le rappeler Soir 3 avec la nouvelle charte avait à nouveau du sens.
Valentin, tu voulais... Oui, et pour moi, c'est aussi une autre époque de l'information de France 3 avec ce plateau qui avait été agrandi, ce satellite qui avait été aménagé et qui avait été utilisé pour certaines séquences de ce rendez-vous d'information qui était assez rubriqué. Et voilà, satellite qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été récupéré par France 3 Paris Île-de-France pour y installer son plateau. Voilà. T'avais pas fait le très très grand soir 3, toi, Bastien? Je me demandais. Si, j'avais fait le très très grand soir 3. Avec la boucle. Et comme de coutume, on vous demande de nous suggérer vos pépites. On en a tiré une au sort parmi vos propositions. Bastien, dis-nous qui a été sélectionné pour ce 13e numéro. C'est la pépite de ProdTML, que je ne connais toujours pas moi-même. Je vais la découvrir en même temps que vous. Moi, je crois que je sais. Je pense savoir aussi. C'est un poil désarçonnant quand même. J'ai pas eu aux 2 premières secondes, je dois l'avouer. Je pense l'avoir eu un peu après. On est sur un jingle pub. En fait, c'est la petite musique qui évoque vaguement Noël qui donne un bon indice. Et le fait aussi qu'on entende pas mal de bruitage quand même, qui était assez caractéristique de la chaîne en question. Effectivement, donc on peut dire que c'est un jingle pub d'M6. Je crois bien. Et c'est ça, je regarde actuellement ce que nous a envoyé ProdTML. C'est un jingle pub qui a été rediffusé à l'occasion des 35 ans d'M6. C'est les 35 ans, c'est ce que nous dit ProdTML en réaction. Pourquoi il nous a envoyé ce média-là? Il dit c'est en hommage aux 35 ans de la grande chaîne France Luxembourg. Parce que c'est vrai que M6 est issu du groupe CLT, à la base de la compagnie luxembourgeoise de télévision. Et donc ils ont fêté leurs 35 ans en avril dernier. Ils en ont profité, on en avait un peu parlé dans un précédent épisode, pour rediffuser des anciens jingle pubs qui ont marqué l'antenne. Et c'est vrai que celui-là a été le cas, notamment. Oui, on en avait parlé dans le dernier podcast, mais M6 a été l'une des premières à jouer sur ces anciens habillages, à faire revenir ces anciens jingle pubs à l'occasion de célébrations, son anniversaire notamment. Et après, du coup, TF1 l'a fait dernièrement avec les émissions Welcome Back. Et c'est toujours une initiative qu'on apprécie forcément énormément sur le Nodal. Et qui devrait être plus souvent faite. On sait que Channel 4 l'a fait notamment à un moment de la disparition de Martin Lambiner en rediffusant un ancien Ident. C'est des choses qui font régulièrement outre-Manche et quelque chose sur lesquelles nous on est un poil plus frileux en France. On aura plus tendance à le faire pour des émissions spéciales, comme on vous en a déjà parlé, il me semble, sur les Canap 89, Canap 98 sur TMC, et les émissions sur TF1, c'est Arthur, je crois, qui... Il y a eu 36-15 voilà. Arthur et Jarry, t'as très bonne mémoire, parce que pas grand monde s'en souvient, à juste titre, pas grand monde l'a regardé à l'époque non plus, et les Welcome Back avec Camille Combal plus récemment. Alors j'ai cru entendre dire qu'il y en aurait des nouveaux dans les mois à venir. Des Welcome Back. Donc potentiellement de nouvelles reproductions de vieux habillages de TF1 peut-être. Peut-être. Et nous on en profite pour remercier ProdTML pour sa pépite. La prochaine fois ce sera peut-être vous d'ailleurs. Pour ce faire, inscrivez-vous grâce au lien en description de l'épisode. Notez que toutes vos tentatives sont enregistrées. Si vous avez déjà participé, c'est pas complètement foutu. Par contre, un qui est foutu, c'est ce numéro, c'est une fin de podcast. On vous remercie d'avoir suivi ce 13e numéro. Merci à toi Bastien et merci à toi Valentin. Merci Antoine. Un coucou et un grand merci à toute l'équipe de Le Nodal pour son aide précieuse quant à la réalisation de ce podcast. Et un petit salut aussi à Baptiste pour le mixage de ce numéro. Une fin d'épisode que vous pourrez consoler en allant visiter notre site lenodal.com, que ce soit sur la médiathèque avec tous les habillages spécifiques à la Coupe du Monde de football qui vont pointer le bout de leur nez petit à petit au fur et à mesure de la compétition, ou encore sur le blog pour découvrir les lauréats français des prix du club DDA ou encore le Promax Europe 2022. Et bien sûr, toujours sur nos forums où il nous arrive parfois de parler radio avec la renaissance à venir d'Europe 2 en lieu et place de Virgin. Et enfin, comment ne pas vous adresser au Musée des Arts Décoratifs à Paris où Étienne Robial se voit dédier une exposition jusqu'au 11 juin. Tout est dit, merci, au revoir. Salut à toutes et tous. Salut.